Bonjour, bienvenue au Paris Image Digital Summit, organisé au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. La crise du Covid en 2020 a accéléré la remote production et une nouvelle organisation du travail. Comment les studios se sont-ils adaptés à cette nouvelle donne? Quel impact et quelles évolutions en termes de workflow et de gestion en ressources humaines près d'un an après le début de la crise? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Julien Mesters, qui est le CEO de Micros Images, Cécile Ergo-Essam, qui est la directrice du studio Cube Creative, et Jean-Colab Prunier, qui, après avoir travaillé notamment pour ILM et Veta Digital, est revenu en France il y a quelques années pour créer Pocket Studio, qui est un logiciel 3D temps réel de nouvelle génération qui applique le concept de travail à distance en temps réel. Donc là, on est en plein dans le sujet. Nous sommes le 16 mars 2020, il est 20h et le président de la République annonce le confinement total en France. Qu'est-ce qui se passe chez Cube et Micros? Julien. Eh bien, oula. On l'avait anticipé un tout petit peu quand même. Disons qu'on s'était dit que ça faisait partie des possibilités et des risques à gérer rapidement. Donc, ça faisait déjà quelques temps qu'on avait commencé à mettre en place des équipes de travail avec un petit peu tous les corps de métier principaux, quoi, hein. Donc, l'IT, RH, opération, évidemment, tous les business. Et on a commencé à essayer de dessiner qui devait être impliqué pour pouvoir organiser une situation qu'on sentait arriver quand même, hein. Maintenant, on avait beau le sentir à venir, comme on dit, le jour où ça a été annoncé, il a fallu prendre une décision très rapidement. Et donc, on s'est mis en place. En fait, finalement, ça a été assez simple, hein. La première décision à prendre, c'est qu'est-ce qui compte? Et ce qui compte, c'est de mettre tout le monde à l'abri. Et c'est la première décision qu'on a prise, hein, c'est de dire, bon, on est peut-être prêt ou pas, mais en tout cas, on prend la décision de mettre les gens à l'abri. Et du coup, on a quasiment mis 600 personnes en télétravail en à peu près une semaine. C'est à peu près ça l'échelle. Voilà. Avec plusieurs pays concernés, avec des règles sanitaires et des situations locales différentes. Donc c'est à peu près ça qui s'est passé pour nous. Il a fallu tout piloter depuis la France, le coordonner bien avec les équipes, notamment au Canada, où vous êtes très présent, en Belgique. Se positionner sur évidemment, le point de départ, c'est les mesures sanitaires locales, hein, donc de chaque pays, de chaque région. Et puis ensuite, il y a la propre politique aussi RH et managériale de Micros qui vient se mettre par-dessus. On a été souvent mieux disant que les mesures demandées, tout simplement parce que c'était la façon pour nous de gérer nos équipes et aussi nos équipes qui ont joué le jeu, hein. On y reviendra. C'est-à-dire que ça a été un espèce de rendez-vous entre les capacités technologiques, l'organisation de l'entreprise, mais aussi les salariés, les représentations des salariés qui ont tous joué le jeu. Sinon, je ne pense pas qu'on aurait pu bouger autant de gens en remote aussi vite et continuer à produire, puisqu'on n'a pas arrêté de produire du tout. Et pouvoir essayer de maintenir les plannings de production, parce que j'imagine qu'il y avait plusieurs productions à délivrer dans les semaines qui suivaient justement cette date. Donc il y avait aussi cette relation avec les donneurs d'ordre, avec vos clients, pour pouvoir comment s'organiser, pour pouvoir livrer dans de bonnes conditions, et puis en gardant aussi toutes les questions aussi liées à la confidentialité, dont on pourra reparler tout à l'heure. Cécile, justement, comment ça s'est passé de votre côté chez Cube? Eh bien, de notre côté, sur la première quinzaine de mars, on avait déjà réfléchi aussi d'abord à mettre tout ce qu'il fallait en place pour préserver la santé et le bien-être des salariés de Cube. Donc sur cette première quinzaine de mars, on avait déjà proposé à nos collaborateurs, pour ceux qui étaient les plus fragiles ou les plus anxieux, de pouvoir commencer à travailler à distance. On a été aussi, entre guillemets, aidés par les mouvements sociaux de fin 2019, qui nous avait permis déjà, dans un premier temps, de mettre une partie de l'équipe en télétravail. Donc, on avait déjà eu, entre guillemets, un galop d'essai fin 2019. Là, il a fallu un gros moment. Donc, dès le 15, nous avons décidé de mettre toute l'équipe en télétravail.
Ça a eu forcément un impact. Il a fallu très très vite définir les différents cas de figure qui étaient vraiment tous individuels, savoir quels étaient les matériels, les connexions des graphistes chez eux, et puis pouvoir s'adapter, trouver des solutions. Je pense qu'on en reparlera par la suite de toutes les solutions IT mises en place. Mais l'important pour nous, c'était vraiment de préserver les équipes au maximum. Et tout en respectant, parce que comme chez Micros, on n'a pas pu se permettre de pouvoir faire une pause dans la fabrication. Nous avions des objectifs de livraison, des projets en cours, un projet en prestation pour la cabane Mush Mush qui était déjà en cours et qu'il fallait continuer de livrer, des projets qui démarraient, Tangra Animaux, avec lequel nous commencions la fabrication en Inde de l'animation, donc continuer à travailler avec notre prestataire indien, et puis sortir un épisode de notre série Pirate pour le MIP et un teaser d'un de nos projets en développement pour le Cartoon Forum. Donc on avait des gros objectifs qu'il fallait garder en tête tout en préservant la santé des collaborateurs, de la centaine de personnes qui travaillaient à ce moment-là. Donc c'était un vrai défi et grâce à l'implication de toute l'équipe, aussi bien IT, R&D, prod et aussi évidemment tous les graphistes qui ont joué le jeu, on a pu réussir à aller au bout de nos objectifs. Donc un grand merci à eux, j'en profite. Donc, il y avait un défi de pouvoir livrer à temps, donc à une relation avec les clients, voilà. Et puis aussi les histoires de confidentialité, parce que selon la nature des projets, vous mettez en place un certain nombre de process au sein de vos studios extrêmement rigoureux. Et là, il y avait cette ouverture quelque part où les gens récupéraient une partie des projets chez eux. Comment c'est adapté justement avec certains projets sensibles, Julien? Déjà, juste pour nous, une particularité qui a été compliquée dans cet écosystème-là, y compris sur la gestion de la confidentialité, c'est qu'en fait, on est un studio d'anime, on fait de long métrage, mais on fait aussi de la série d'anime, on fait aussi des effets visuels pour le long métrage et pour les streamers, on fait de la pub. Donc en fait, chaque catégorie, on va dire, de marché a subi ces contraintes de façon différente. Évidemment, quand on fait de l'anime, vu qu'il n'y a pas de live impliqué, c'est pas du tout la même façon de réfléchir que pour de la post-production. On fait de l'étalonnage, on est complètement dépendant de présence physique pour pouvoir étalonner et même pour pouvoir tourner pour les semaines qui ont suivi. Après, sur la confidentialité, bon, on avait déjà, quand on a fait Sherlock Gnome pour Paramount, il y a les deux studios qui ont travaillé principalement, c'était la France et Londres. Et ce qui était spécifique avec Londres, c'est qu'en fait, on a travaillé entièrement en remote depuis Londres à Paris. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'infrastructure du tout à Londres. Il y avait des claviers, des écrans et une petite boîte et un tuyau traverser la Manche. Et c'est tout. Donc et c'était quand même une centaine de personnes avec de l'animation, avec des choses qui nécessitent une interaction et une gestion des médias à distance. Donc on avait déjà quand même expérimenté ces problématiques. Et au niveau de la sécurité, pour répondre précisément à la question, les technologies qu'on a dérivées de ces expériences-là font que en fait, les médias restent au chaud dans un environnement protégé, sécurisé. Il n'y a pas de mouvement de médias. Il n'y a pas en fait, quelque part, le télétravail ou le remote, comme tu l'as dit, travail à distance, voilà, il se fait plus par une logique de télécommande. En tout cas chez nous, hein, chez beaucoup de studios, c'est le cas, avec une télécommande sécurisée. On ira plus dans le détail après techniquement. Mais ce qui fait que déjà, on a quand même un niveau de sécurité qui est assez élevé, puisqu'en fait, tout l'écosystème dans lequel les médias, les applications sont manipulées, elles restent chez nous dans un data center qui, lui, est totalement aux normes. Verrouillé, sécurisé, ce qui fait que quand la personne est à distance, j'imagine que simplement elle travaille sur le plan. En fait, elle pilote un ordinateur qui, lui, pour faire simple, elle pilote un ordinateur qui, lui, est dans un écosystème avec les médias qui est totalement sécurisé. Et la connexion qui relie les deux est elle-même sécurisée. Donc ce qui se passe, c'est que de ce côté-là, on respecte des critères de sécurité élevés. En revanche, c'est sûr qu'on a dû très très vite engager des conversations avec beaucoup de clients
parce que le type de sécurité, d'audit de sécurité, le fameux mot, surtout pour les studios internationaux, les requêtes sont tellement élevées que, évidemment, dans une période de Covid, il a fallu qu'on discute avec eux en disant, bon ben voilà, si on veut continuer à travailler ensemble, si on veut livrer en temps et en heure, ça, on peut garantir, mais par contre, il y a des choses qu'on va devoir discuter ensemble parce qu'on n'a pas mis en place de système de télétravail massif qui couvre l'ensemble des questions de sécurité, bien que, de mon point de vue, technologiquement, c'était quand même déjà très sécurisé. Mais voilà, ça s'est fait à travers des discussions avec chacun des clients en disant, bon, ben voilà ce qu'on a mis en place techniquement. Voilà les zones sécurisées, voilà les zones qui le sont moins, qu'est-ce qu'on en pense, comment on fait, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gros studios, notamment américains, qui ont, dans cette période, revu une part à la baisse, légèrement. Leur niveau de paranoïa. On peut le dire comme ça. C'est vrai que c'est très très élevé, et donc ils ont adapté aussi en fonction des priorités des projets. Est-ce qu'ils doivent sortir, est-ce qu'ils peuvent attendre? Il y a plein de critères, j'imagine, de leur côté, mais en fait, ça s'est fait comme ça. Vu que c'est très contractualisé comme relation, de toute façon, on a fait ces choses-là en collaboration totale avec nos clients. Et Cécile, de votre côté, est-ce qu'il y avait aussi des contraintes fortes selon le type de projet? C'est vrai que des fois, on s'aperçoit qu'il ne faut pas de fenêtre dans un espace. Alors la personne est chez elle, si elle a une vue sur le jardin ou si les enfants passent derrière. Bon, j'imagine qu'il faut un peu... Alors, est-ce qu'il y avait justement un cahier des charges aussi, j'imagine, qui était donné à chaque employé chez lui en termes de gestion de son travail, pour maintenir la confidentialité également? Alors là, nous étions donc en prestation avec la cabane, avec qui nous entretenons une relation privilégiée et qui a compris aussi, était elle-même face à ces problématiques de télétravail. Et on a été en bonne intelligence dans cette continuation de collaboration malgré une situation très difficile. On n'a pas, comme Micros, cette obligation de travailler avec des studios américains qui contractualisent énormément ces questions de sécurité. Et pour les autres projets, nous sommes producteurs de nos propres projets. Donc après, ça a été un arbitrage à faire, mais de toute façon, à partir du moment où le télétravail est fait chez les gens, il y a évidemment des NDA ou ce genre de choses qui sont passées, mais on doit aussi, à un moment donné, être dans la confiance. On ne peut pas, et je pense qu'on n'a pas encore dit, mais faire travailler des gens chez eux, ça implique aussi différentes situations personnelles. Et on y reviendra, je pense, quand on parlera du côté plus humain de la... C'est vrai que la question humaine est importante, et même d'ailleurs au cœur, j'imagine, de cette nouvelle organisation, parce qu'il y a l'aspect, évidemment, relation client, l'aspect de tenir les plannings, la technologie qu'on met en place, mais c'est vrai que le plus important, c'était aussi un changement pour tout le monde, à la fois pour l'équipe managériale, mais évidemment pour vos employés, et comment justement ça s'est passé humainement, parce qu'il y avait quand même on a beau dire parfois, on dit des fois les graphistes sont confinés parce que toute l'année, donc ça n'a pas changé grand-chose pour eux. Mais ceci dit, ils travaillent quand même ensemble. C'est des gens qui n'ont jamais été graphistes. Mais, il y a une collaboration, un échange, et là tout d'un coup, chacun est un peu chez soi. Et donc parce que comme ça a duré quand même un peu longtemps quand même, et puis ça continue plus ou moins, justement, comment tenir la distance et comment ça s'est justement passé? En tout cas, pour en revenir à ta précédente question, c'est vrai que donc, les situations étant très différentes, il y a un moment, effectivement, il faut un peu baisser les critères de sécurité, sinon on ne peut pas effectivement être derrière chaque graphiste et savoir quel est son environnement chez lui ou chez elle. C'est très compliqué. Après, ceci dit, tout le monde a vraiment joué le jeu. Et pareil, chez Cube, on avait mis en place différentes solutions qui étaient sécurisées. On a vraiment cherché aussi à faire en sorte que ce soit sécurisé, mais qu'on se retrouve aussi dans un environnement qui soit suffisamment confortable pour les graphistes qui étaient aux prises avec différentes questions matérielles, techniques, de connexion. Donc il a fallu vraiment trouver un entre-deux au milieu de tout ça pour continuer à sortir des projets qui tiennent les deadlines et la qualité. Donc, il y avait aussi leur environnement personnel, est-ce qu'ils ont des familles ou pas
comment ils peuvent organiser leur travail. Donc c'était, j'imagine, des questions au cœur il y a des ressources humaines au sein de vos studios, de pouvoir répondre un peu aux problématiques des uns, Là-dessus, et oui. des autres. Ça a vraiment été du cas par cas. On a essayé d'être au plus proche des équipes et notamment l'équipe de production a vraiment fait un travail extraordinaire auprès des équipes, de prendre des nouvelles, de savoir comment ça se passait pour les gens. On a aussi mesuré, arbitré parfois lorsque certaines personnes avaient des difficultés à pouvoir tenir leur quota, savoir qui devait être mis en pause, qui devait continuer. On s'est aperçu aussi d'une implication extraordinaire des équipes. Et ça fait partie des points aussi à surveiller, à savoir que des graphistes, lorsqu'ils rencontraient des problématiques techniques, compensaient en travaillant plus. Donc on était limite obligé de dire aux gens non, là il faut arrêter de travailler, parce qu'en étant bloqué chez soi et en n'ayant pas accès à beaucoup d'autres choses, les équipes avaient envie de pouvoir mener à bien leur mission et à tenir leur quota. Donc c'était plus à nous de les freiner quelque part. Mais moi j'ai été vraiment impressionnée par la capacité d'adaptation de toute l'équipe pour réussir à mener à bien nos objectifs. Je ne sais pas comment, j'imagine que c'était pareil chez Micros, mais... Oui, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a déjà, comme tu l'as dit, il y a une organisation qu'il a fallu mettre en place très vite pour pouvoir veiller à la mise en place de tout ça dans tous les aspects. Donc, évidemment, il y a un aspect, on a monté une team Covid, évidemment, comme c'est original, mais avec pas mal de représentations différentes. Donc un aspect RH très fort, un aspect aussi opérationnel, la médecine du travail qui est venue aussi avec l'infirmière sur site qui faisait partie de ça, pour essayer justement de vraiment d'avoir une vigilance importante sur... pas tellement pour cette équipe la mise en place du travail, ça c'était vraiment les équipes de prod qui ont fait exactement ce que tu décrivais, hein, mais aussi avoir une équipe qui n'est pas impliquée dans la prod, mais qui vient là veiller à ce qu'il n'y ait pas de situation de détresse, où il y en a eu de toute façon, donc que les situations de détresse soient identifiées, accompagnées. Enfin, il y a vraiment eu une organisation particulière pour pouvoir identifier, gérer et accompagner en dehors de la production qui elle-même a fait un travail fantastique. Après, je pense que parmi les éléments clés, comme tu le disais, il y a quelque chose qui nous a vraiment, je dirais pas étonné, parce que je suis chez Micros depuis suffisamment d'années pour savoir comment l'équipe réagit. Mais c'est vrai que tout le monde a vraiment joué le jeu. Et ça, c'est quand même assez invraisemblable. Pas invraisemblable, mais incroyable, au sens où il y a eu un espèce d'élan de se dire, bon, ok, c'est quoi cette situation, on va le faire fonctionner, quoi. Donc une solidarité, c'est-à-dire mener à bien les projets. Une idée que l'outil de travail ne doit pas s'arrêter et qu'on doit continuer à livrer nos films et à travailler. On ne sait pas trop dans quoi on est embarqué, on ne sait pas toujours complètement aujourd'hui d'ailleurs. Mais par contre, on va tous faire en sorte que ça marche, fonctionne. Ouais. Et pour moi, tu l'as soulevé tout à l'heure, ça met en évidence aussi certaines conceptions managériales peut-être du passé qui sont justement bien malmenées là, en disant, bah oui, on peut avoir des gens avec moins de contrôle direct, on peut avoir un leadership qui s'exprime différemment et malgré tout avoir une réponse ultra positive des équipes. Et pour moi, le Covid a démontré ça. C'est-à-dire que moi, j'appelle ça souvent le complexe du patron. C'est-à-dire que quand on le patron qui voit toujours le graphiste en train de fumer sa clope ou sur la terrasse. Et le complexe du patron, c'est il faut rien. Voilà. Bon, j'ai passé beaucoup d'années moi-même graphiste pour comprendre bien le fonctionnement. Et je trouve que le Covid, il a montré ça. Il a montré que, oui, on peut avoir des équipes qui n'ont pas un niveau de contrôle ultime comme on aurait pu le penser il y a une vingtaine d'années, et qui malgré tout délivrent, s'engagent, produisent avec conscience professionnelle, engagement, passion. Et nous, en tant que manager, où ça nous interroge, c'est que ça nous oblige à repenser la façon dont on engage avec nos clients, ça on en a parlé, mais avec nos talents en général, qu'ils soient graphistes, production. Et ça, par contre, je trouve ça absolument passionnant, parce que ça concrétise en fait certaines
pensées ou certains concepts qu'on pouvait avoir avant, mais qui là sont prouvés par juste la nécessité d'avoir des gens massivement en remote. Donc, je pense que ça va faire bouger les lignes. Oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vraiment, on se rend compte. Une sorte de test grandeur nature finalement de ce qu'on imaginait, mais on n'était pas vraiment convaincu que ça puisse marcher. On n'était pas tous convaincus. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est en train de se prouver par l'exemple. Nous, ce qu'on a essayé aussi de mettre en place, ce sont des suivis d'équipe et des suivis individuels aussi, des pauses café, parce que c'est vrai que nos jobs sont vraiment... Enfin, il y a aussi une part d'humain qui est très importante. On est quand même un milieu festif aussi. Il y a cette part-là qui souvent nous relie malgré parfois des conditions difficiles, des livraisons, des deadlines, des choses un peu compliquées. Mais cet aspect festif, on ne l'a pas vu ces derniers mois. Il a fallu garder aussi ce lien qui nous unit plus loin que les projets encore. Pour moi, l'important, c'est évidemment le projet et sa finalité, mais c'est aussi le chemin qu'on va faire ensemble pour y arriver. Et dans ce contexte de tout le monde à distance, on a essayé de garder autant que faire se peut ce contact à la fois global par équipe, où chaque directeur de prod organisait des calls d'équipe afin que tout le monde puisse se raconter tout simplement d'autres choses que le travail, et également un suivi plus individuel. D'ailleurs, au moment du premier déconfinement, lorsqu'il a fallu un peu réfléchir à qui devait revenir au studio, parmi les critères, donc ça a été du cas par cas, et parmi les critères, outre des difficultés techniques rencontrées à la maison, il y avait aussi cette part psychologique. On a fait revenir au studio des personnes pour qui la solitude, le travail à distance était trop difficile à supporter. Ça a fait partie de nos critères. Et il y a un truc aussi que j'aimerais souligner, pour ma part en tout cas, lorsqu'on s'est retrouvé dans cette situation de lockdown, je tenais aussi à remercier les personnes avec qui j'ai pu échanger en dehors de Cube, des camarades qui sont dans d'autres studios, parce que voilà, on est un tout petit milieu, donc on se connaît tous quand même, de pouvoir aussi échanger. Encore une fois, on avait tous un peu la goutte au front, mais de se dire, bon bah voilà, et toi, comment tu fais, quelle solution tu mets en place, et d'échanger là-dessus de manière très sereine, sans évidemment engager de problématiques de confidentialité, mais au moins être dans l'entraide, voilà, et de se dire bon bah comment on arrive à se sortir collégialement, collectivement de cette situation complexe, de pouvoir avoir des retours d'expérience d'autres studios. J'ai trouvé que là on trouvait aussi bien au niveau des studios, mais interstudios, cette entraide et cette solidarité. Alors, évidemment, on parle de l'humain, très important dans ce cas de configuration, très important de manière générale, parce qu'il faut mener un projet à bien avec une centaine justement de collaborateurs. Mais évidemment, ça ne peut fonctionner que s'il y a une solide organisation en termes d'infrastructure, en termes d'IT. Et là, je me tourne vers Jean Collat, évidemment, parce que tu avais mis en place quelques années auparavant justement des solutions de collaboratives justement entre graphistes, entre animateurs pour pouvoir travailler justement sur des projets à distance, notamment dans le cadre, on le sait, des fois de coproduction ou pas simplement parce que les artistes ne sont pas forcément dans le même pays. Puis finalement, c'est l'arrivée de cette situation a peut-être permis d'accélérer ce processus. Je ne sais pas si elle a accéléré. En tout cas, pour nous, il y a le travail collaboratif forcé et puis il y a le travail collaboratif assumé. Et l'idée de Pocket Studio, nous, on n'avait évidemment pas du tout développé Pocket Studio dans l'optique d'une crise sanitaire dans laquelle les gens seraient forcés de travailler chez eux. Par contre, on voyait une évolution dans le milieu de la 3D où il y avait, Julien l'a évoqué, avec l'aspect multisite. Moi, j'avais été confronté à ça parce que j'avais travaillé à MPC pendant assez longtemps, donc j'avais compris les enjeux du travail multisite. Et puis surtout, j'avais compris l'intérêt des graphistes pour travailler à distance, en particulier en pré-production. En pré-production, on a beaucoup de gens, en particulier, qui sont souvent déjà sur des projets qui sont en fin de projet. Par exemple, vous avez un monteur ou un réalisateur ou un ensemble de scriptwriters qui sont en train de travailler sur un ensemble de projets, puis ils démarrent sur un nouveau projet. Et ces gens-là sont à Londres, sont à Los Angeles, sont à Vancouver, sont à Paris, à Berlin ou dans d'autres endroits. Ces gens-là ont à un moment donné un besoin de collaboration absolument très important. Donc l'idée, et même l'idée de Pocket Studio à l'époque, elle est née il y a à peu près 4-5 ans quand on revenait du SIGGRAPH, je crois que c'était en 2017 ou en 2016.
En fait, on attendait l'avion pour rentrer en France et on s'est dit ça serait tellement bien de pouvoir prendre sa tablette et de pouvoir faire des caméras sur un film d'animation sur lequel on travaillait à l'époque. Donc c'est pour ça que je parle de collaboratif assumé. Pour nous, l'idée, c'est vraiment de pas tellement mettre l'accent sur le collaboratif parce que c'est un choix obligatoire pour les studios de s'adapter à la situation actuelle, mais c'est plutôt dans l'optique que le collaboratif et la possibilité de travailler à distance et d'accéder au projet à distance apporte un plus qui est à la fois un plus économique, c'est-à-dire qu'on gagne du temps, mais aussi un plus créatif. Ça peut donner la possibilité aux gens, finalement, de créer quand ils le sentent, de se dire j'ai une intuition, j'ai un trait de génie, j'ai une idée et je voudrais pouvoir l'exprimer sur mon projet, quel que soit le lieu, quel que soit le moment. Donc c'était un peu ça l'idée. Nous, elle venait d'une idée d'aider sur le plan créatif plus que sur le plan structurel ou sur le plan économique. Est-ce qu'on peut voir peut-être concrètement comment ça fonctionne? Parce qu'il y a l'idée de collaboration de plusieurs collaborateurs qui peuvent travailler évidemment sur différents sites et qui peuvent avancer conjointement sur une même séquence, par exemple. Puis il y a aussi le fait de, selon l'endroit où on peut se trouver, de pouvoir travailler sur le projet de manière assez facile, assez intuitive. Donc peut-être le mieux, c'est de montrer peut-être quelques images pour voir un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas, pour donner un peu de contexte, Pocket Studio aujourd'hui est toujours en alpha. C'est un projet extrêmement ambitieux. On est une start-up française, donc on a des moyens qui sont limités. Pourtant, on est sur un projet extrêmement ambitieux. Donc ça, c'est un projet, ce qu'on voit à l'écran, c'est un projet qu'on a fait de test avec l'ILIM, l'école IIM, Institut de l'Internet et du Multimédia, qui est au pôle universitaire Léonard de Vinci. Et l'image à gauche, en fait, c'est une image d'une animatique qu'ils ont fait dans un pipeline traditionnel sur 3ds Max et Premiere pour le montage. Donc l'idée, c'est vous faites des caméras, vous faites votre animation dans 3ds Max, vous calculez le plan, vous le chargez dans Premiere. Et en gros, chaque itération prenait à peu près une journée de travail. Donc on leur a présenté Pocket Studio. Et l'animatique que vous voyez là, quel est le résultat de ce qui a été fait dans Pocket Studio? Alors ça reste un travail d'étudiant. Mais l'animatique, ils ont travaillé dessus pendant 3 mois et le résultat de ce que vous voyez là, ils ont réussi à le faire en à peu près une semaine de travail. Donc l'idée, c'était de mettre bout à bout l'ensemble des animations qu'ils avaient faites. Donc ça, c'est un exemple du projet dans Pocket Studio. Moi, je suis tout seul à travailler dessus parce que je voulais vous montrer que quelques images de comment le projet se présentait. Mais vous accédez au projet à distance. Donc vous pouvez être à Londres, en Irlande, à Dublin, à Paris, où vous voulez, et vous avez accès au projet. Donc là, on voit toutes les caméras qu'ils ont créées pour cette séquence que vous avez vue. Donc vous avez vu juste un extrait parce que je ne voulais pas montrer l'intégralité du film. Donc là, j'ai la possibilité de regarder l'animation, et là, je vais aller voir la séquence. Donc l'idée de Pocket Studio, c'est de combiner dans un seul et même outil les outils de montage et des outils d'édition de scène 3D. Et donc là, vous avez accès au montage. Je scrolle à travers le montage, enfin à travers la timeline, et vous pouvez voir le résultat. Voilà, je pense que ça s'arrête là. Je peux vous montrer, parce qu'on aime bien Pocket Studio faire un walk the talk. Et donc j'ai l'application sur le téléphone, en tout cas la partie réalité augmentée. Donc j'ai la possibilité à partir de mon téléphone, avec une connexion 4G, d'accéder au projet. Alors il faut que je le trouve. Et puis donc l'application de réalité augmentée va se connecter au serveur sur lequel les données du projet sont sauvées. Et puis, dès que le serveur va démarrer, voilà, j'ai accès, je ne sais pas si voilà, là c'est bon. L'écran, j'ai accès à l'intégralité des scènes du projet. Donc là, j'aurais pu être en train d'attendre mon avion à Paris ou à Los Angeles. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir accéder à la scène. Donc là, il se trouve que les datas de cette scène-là en particulier sont déjà sur mon téléphone. Mais avec une connexion 4G, c'est tout à fait faisable. Et puis j'ai la possibilité, bien sûr, de jouer l'animation, donc de pouvoir me balader dans la scène et de pouvoir enregistrer mes caméras. Donc si j'appuie sur le petit bouton, bon, il y a Julien dans l'image derrière. Et donc c'est en réalité augmentée, effectivement. Donc on peut de pouvoir, voilà, là j'enregistre par exemple une caméra, et cette caméra, elle sera directement sauvegardée sur le serveur et accessible aux gens qui travaillent sur le projet en temps réel. Et d'autres personnes peuvent travailler en même temps. Par exemple, là, tu travailles justement avec ton téléphone, tu poses des caméras. Est-ce que tu peux avoir cet échange en direct avec... Tout à fait. L'intérêt du projet test, parce qu'en gros, aujourd'hui, on est dans des phases pilotes. Donc, à chaque fois, on essaie d'avoir des collaborations avec les studios ou avec les écoles. Là, ce qui était vraiment intéressant, ce qui était un cas relativement exceptionnel dans le contexte sanitaire, mais pas uniquement, en fait, parce que c'était une co-réalisation, et il se trouve que la réalisatrice, enfin, sur les deux réalisateurs, on avait une
réalisatrice, et elle avait accepté de faire un semestre à Dublin. Il se trouve qu'au moment où ils ont fait ce projet ensemble, ils devaient travailler sur l'animatique, elle était à Dublin et l'autre réalisateur était à Paris. Et l'ensemble du reste de l'équipe était aussi à Paris, mais du coup, à cause de la crise sanitaire, en remote, travaillant chez eux. Et Colombe, qui était la réalisatrice, a fait toutes les caméras à distance. Et après, avec son partenaire Ennio, ils ont fait le montage en l'espace de 2 jours. En collaboratif. Et ce qui est intéressant dans le cadre de l'ILM, c'est qu'aussi ils ont un mentor, un réalisateur professionnel. Donc, je me souviens d'avoir fait des sessions collaboratives à distance en temps réel avec Colombe qui était avec son téléphone, qui faisait des suggestions de caméra, avec le réalisateur professionnel qui leur faisait des suggestions de montage, de durée de plan, de cadrage, pour améliorer l'animatique et l'histoire de ce projet. Vous avez aussi collaboré avec un studio pendant le confinement, me semble-t-il, justement, qui utilisait ces méthodes collaboratives. Ça, c'est un projet exploratoire également. On travaille avec un studio en Europe. Pour l'instant, j'ai gardé ça confidentiel, mais c'est un studio qui a un projet de série télé avec Netflix. Et il se trouve qu'ils ont eu un problème ils n'arrivaient pas à suivre le calendrier de livraison à cause du confinement. Le réalisateur était la personne qui était en fait le point l'entonnoir, le point de blocage dans le pipe de production. À cause du confinement et le fait de devoir rester chez eux, le réalisateur ne pouvait pas valider les caméras et faire ses propres caméras. Et donc ils ont commencé à accumuler du retard de l'ordre du mois et demi, ce qui peut être vraiment important pour un studio comme ça, surtout quand vous avez un engagement contractuel avec une société comme Netflix. Et donc tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils sont passés sur Pocket Studio pour la partie de montage, de prototypage rapide, c'est-à-dire qu'ils sont dans une première phase où en fait ils récupèrent toutes les datas de mocap et le réalisateur à distance fait ses caméras et il y a un monteur dans le studio qui fait le montage en parallèle. On a une accélération qui est vraiment considérable. On est capable de sortir quasiment un épisode par semaine en pré-montage à partir des assets de mocap, de récupérer en motion capture. Et après, bien sûr, il y a toute la phase on n'est pas en pré-production, on reste en fabrication, mais on est dans une phase préalable à la finalisation des images et du contenu. Justement, est-ce que tu as ressenti, en discutant avec différents clients, que tout d'un coup, il y avait une sorte de prise de conscience que ça allait déjà durer un peu, parce qu'on a parlé de ce premier confinement, puis là on est toujours dans une phase un peu compliquée, donc ça fait pratiquement 1 an maintenant, et qu'il y avait évidemment une nécessité de changer un petit peu sa façon de travailler. Puis comme les outils commencent aussi à être matures, parce que je pense que toutes les choses arrivent également, l'arrivée du temps réel, cette capacité de pouvoir modifier un certain nombre d'éléments de production en temps réel et à distance, que tout d'un coup ça devient un outil sur lequel les productions peuvent regarder ça un petit peu, c'est intéressant mais n'étaient pas prêts à l'adopter, mais l'évolution de la situation fait que maintenant ils se disent tiens mais c'est super, et ils se lancent dans cette aventure. Il faudrait demander plutôt aux gens qui sont à la tête des studios. En tout cas, du côté technologique, je pense ça me paraît évident qu'il y a une ouverture plus importante, une sensibilisation pour les raisons que Julien, on a évoqué sur l'aspect confidentialité. Essentiellement, je crois que c'était un des points de blocage les plus importants pour passer au cloud. Moi, je me souviens d'un article qui avait été publié chez Weta sur le fait qu'au grand jamais, il y a 5 ou 6 ans, ils utiliseraient des render farms externalisés. Et puis, on sait très bien qu'à la fin de l'année dernière, ils ont fait une grande annonce dans laquelle ils ont dit qu'ils allaient virtualiser l'intégralité de leur studio chez un provider cloud public. Donc je pense que de ce point de vue-là, les mentalités évoluent. Il y a aussi une initiative qui est parallèle à la nôtre de NVIDIA qui s'appelle Omniverse, qui consiste à pouvoir connecter les outils les uns aux autres pour faciliter les interactions entre les graphistes. Donc on voit des évolutions, mais malgré le fait que ça soit NVIDIA, et nous on est une toute petite start-up, donc on a un problème de visibilité, et donc c'est vrai qu'on a des difficultés à expliquer les avantages du collaboratif, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pédagogique, en tout cas éducatif, pour que cette idée de travail collaboratif soit plus acceptée, pas simplement dans son principe, mais pour aussi en comprendre les avantages. Et pas simplement sur le plan économique, mais aussi sur le plan créatif. Julien, Cécile, c'est des outils, j'imagine, que vous regardez avec intérêt pour la suite de vos organisations, de pouvoir justement, ce qui dit collaboration à distance, dit forcément de mettre en place des outils qui facilitent le dialogue, la prise de décision et la capacité de le mettre en œuvre entre les différentes machines.
Oui, bah, c'est un thème constant, on va dire. Après, il faut arriver à trouver les bonnes réponses pour que ça fonctionne avec des problématiques de projet qui sont très différentes, quoi. Faire un long métrage d'anime avec 300 personnes pendant 2 ans, ou une pub pendant 15 jours, ou ou des effets de long métrage ou de série pendant 2 mois. Enfin, c'est des problématiques qui sont quand même pas les mêmes. Alors après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a clairement il y a une convergence technologique qui va permettre, et ce que tu viens de montrer est super excitant, il y a une convergence technologique qui va permettre ces choses-là de plus en plus. Et il y a surtout un élément pour moi qui est majeur, c'est que pendant longtemps, on va dire, le monde des images dans notre monde était un petit peu indépendant, on va dire. On faisait nos innovations, on faisait nos outils, on codait beaucoup avec nos moyens. Alors, tu disais, tu as ta start-up, mais finalement, si on regarde l'écosystème des effets visuels à l'échelle de l'industrie, il n'est pas si gros que ça non plus, en tout cas pour la France. Là, ce qui se passe, c'est que d'un coup, on a comme moteur des acteurs comme Apple, comme Google, qui ont une puissance financière et de développement qui est colossale. Or, qu'est-ce qu'il y a dans un iPhone 12 ? Il y a de quoi faire une scène 3D en temps réel sur un plateau. Donc il y a une convergence pour moi technologique qui arrive à point nommé, hein, pour nous. Et c'est certain qu'on va devoir regarder de façon, on est en train de regarder de façon bien plus large sur comment on va avoir des outils collaboratifs. Moi, j'aime bien, en termes de concept, hein, c'est pas pour faire la pub à Nvidia, mais sur Omniverse, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de pouvoir agréger des outils différents. C'est-à-dire que la standardisation, c'est intéressant, mais au bout d'un moment, un artiste, il a besoin d'utiliser son meilleur outil pour faire sa meilleure prise. Donc, avoir des outils qui permettent d'agréger en temps réel et de façon remote, je trouve ça hyper intéressant. Au même titre que du coup le temps réel qui permet d'avoir une interaction créative bien plus rapide. Donc il y a un moment dans le temps, là il y a quelque chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, hein, c'est que la même crise sanitaire il y a 6 ans, on était tous à l'arrêt et on ne pouvait pas travailler du tout. Donc il y a bien un moment là qui se passe aujourd'hui de convergence technologique qui pour moi est hyper intéressante et probablement va créer de nouveaux virages là. Cécile, du côté de chez Cube Créatif, je savais que tu as dû mettre en place un nombre de solutions aussi avec différents sites, parce qu'il y avait également ça. J'imagine que vous avez dû repenser également à la fois les infrastructures et quelques méthodes d'organisation technique. Oui, déjà, effectivement, la technologie a permis, comme le disait Julien, de pouvoir avoir ce travail à distance. Et de fait, on s'intéresse aussi au travail collaboratif et en temps réel. Et à toutes les nouvelles solutions. Après, sur le point précédent, je me permets juste aussi une petite remarque qui vient compléter ce que disait Julien, sur le fait que sur certains projets, il peut y avoir aussi des complexités quand on a 300 ou moins, mais en tout cas quand on a des dizaines de personnes qui travaillent sur le même projet, même si la partie technologique est mûre, après je pense qu'il va y avoir aussi tout un process dans l'organisation, parce que ça peut venir aussi de comment on fait travailler en même temps une équipe, la gestion pour l'instant. Je pense qu'il y a encore toute une phase réflexive à avoir sur comment on fait collaborer des gens en temps réel. Ça, c'est vraiment, à mon avis, un des gros enjeux. Même si la technologie est mûre, c'est l'évolution des mentalités par rapport à ce travail-là collaboratif temps réel. Pour ce qui est de la partie organisation, de fait, ça n'a pas été simple. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il a fallu aussi réfléchir à différents types de solutions. Je ne sais pas si je peux citer différentes solutions du marché. Bien sûr. Mais j'en ai fait la liste d'ailleurs, parce qu'on a quand même, selon les cas, utilisé du VPN, AnyDesk, TeamViewer, Remote Graphics, Moonlight. Enfin, on n'a pas essayé Teradici, qui a pu être mise en place dans des studios qui avaient plus de moyens, parce que c'est quand même une solution très intéressante, mais qui a un coût. Donc on a essayé de réfléchir un petit peu en fonction des besoins de chacun.
certaines solutions proposent le double écran, d'autres un seul écran. Donc, selon ce qu'on fait comme travail, ça peut être très embêtant. Certaines, par exemple, sont plus réactives parce qu'elles s'inspirent notamment du streaming jeux vidéo. Donc, dans ces cas-là, pour des animateurs, ça peut être plus intéressant. Donc, selon le type de graphiste, il a fallu, et en fonction de la connexion, du matériel et compagnie, trouver une solution qui répondait le plus aux besoins de chacun. Donc il a fallu qu'on mette ça en place. Et puis en dernier recours, lorsqu'aucune solution n'était suffisamment adéquate, on a aussi, avec notre équipe R&D, que je tiens à remercier, mis en place ce qu'on a appelé le Home Office, qui était une solution de package où on permettait aux graphistes de pouvoir travailler vraiment en local. Parce que c'était vraiment des cas où on ne pouvait pas faire autrement. Donc voilà, et ça nous a permis aussi, dans notre collaboration naissante avec un studio indien, de pouvoir continuer de travailler avec eux malgré un lockdown qui était encore plus sévère qu'en France, et un studio qui avait dû arrêter ses autres projets. Sur le projet Tangra Animaux, on travaillait avec eux sur ce projet-là, on lançait l'animation, on a pu continuer et avoir un planning quasi normal. Donc ça a été un gros travail de notre équipe et d'ailleurs je tiens aussi à préciser qu'on n'a pas été les seuls à inventer des solutions. Beaucoup de studios ont réfléchi à pouvoir trouver des solutions qui convenaient à leur environnement et on a été soutenu. Il y a quand même aussi, il faut le dire, le CNC qui a mis en place des aides pour aider les studios à continuer à travailler, à développer des outils. Donc, merci. C'est vrai que le CNC a réagi très vite, très vite pour mettre en place des dispositifs et faciliter justement le financement de produits innovants pour faciliter l'organisation du travail au sein des studios. Ouais, donc ça, c'est vraiment à noter aussi, cette réactivité des pouvoirs publics, c'est quand même vraiment... Sur la technologie, il y a un point, parce qu'on parle de technologie de nos métiers, comme tu l'as montré. Moi, il y a un autre truc qui m'a marqué. On a essayé très vite de mettre en place des outils de communication avec les outils de vidéoconférence, Zoom. Et en fait, ce qui m'a marqué, moi, c'est que je me suis rendu compte que finalement, on a gagné beaucoup parce qu'on a de la bande passante, donc on peut le faire, mais les outils en eux-mêmes, pour moi, ça a montré vraiment leurs limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et surtout quand on a des générations différentes dans les studios, c'est-à-dire que nous, on a essayé de faire on a fait d'ailleurs beaucoup de choses en termes de communication avec nos outils, d'essayer de créer du lien social virtuel, on va dire. Mais par contre, on l'a fait avec nos outils métiers. Mais on n'a pas pris, enfin moi, en tout cas, pour moi, j'ai pas pris conscience au début, pardon le micro, j'ai pas pris conscience au début que ces outils, ils étaient finalement pas si performants que ça. Je m'explique, c'est que si vous prenez des jeunes de 20 ans, aujourd'hui, quand ils communiquent à distance, quand ils jouent, ils vont utiliser Discord, ils vont utiliser Twitch, ils vont utiliser des outils qui ne font pas partie de notre monde et qui justement recréent cette espèce de lieu virtuel dans lequel il y a de la spontanéité, il y a de l'interaction, alors que les outils professionnels qu'on utilise, nous, ils sont beaucoup plus figés. Donc, on retrouve ça, d'ailleurs, je pense à ça, parce que dans les écoles, j'ai discuté avec des directeurs d'école qui me disaient que les étudiants qui avaient la même problématique, parce qu'il fallait avancer sur leur propre projet, et donc ils utilisaient justement ce type d'outils de communication. Ouais. Ils avaient l'habitude déjà de le faire avant, et que finalement, ils avaient réussi quand même à mettre en place... Mais c'est interdit chez nous parce qu'il y a des problèmes de sécurité majeurs et des failles de sécurité. Mais en termes de conception, un des éléments qui va manquer si on devait continuer, et on continuera d'une manière ou d'une autre, on en parlera plus tard dans la table ronde, mais à travailler à distance ensemble, je pense que là, il y a un gros travail sur ce que tu fais dans ta start-up et ce que font beaucoup d'autres outils métiers, mais il y a une couche
qui est la couche de je sais pas comment l'appeler, la couche de ensemble virtuel, social, voilà, le lien. ensemble virtuel qui pour moi est pour l'instant très faible. C'est la communauté, en fait. Ouais. De manière... Comment on recrée une communauté virtuelle et comment on fait pour qu'on crée de la spontanéité, le côté j'ai mon sup modeling derrière moi, je me lève, je vais le voir, je lui dis non, je galère avec avec cette blend shape là, comment on fait ça quand on est en remote, c'est dur. Et là, il y a une couche d'outils qui manque clairement. Et pour l'instant, j'ai pas vu encore de choses qui sont. Ça va arriver, j'imagine. Des choses à inventer, c'est De ce tellement pour la côté-là, suite. ouais. Mais peut-être pas être submergé d'informations, parce qu'effectivement, quand on est à distance, il y a plein d'outils finalement de communication. Mais du coup, on reçoit plein de signaux. Dans la vraie vie, on échange, on se parle. Mais si on imagine les mêmes informations qui viennent comme ça en digital, on peut avoir peut-être le sentiment un peu d'oppression, ou en tout cas de submersion d'informations. Est-ce qu'il y avait aussi de faire attention que tout le monde ne communique pas un peu à tort et à travers finalement? Moi, j'ai l'impression qu'après, il faut bien définir l'utilisation d'outils selon les besoins aussi, c'est-à-dire tel type d'information doit passer par tel canal, en fait, parce que sinon, effectivement, ça commence à être un peu le bazar. Après, c'est vrai qu'en termes d'organisation aussi du temps de travail, ça me fait penser à quelque chose, c'est que moi, j'ai remarqué que du coup, ce qui pouvait passer très facilement, une information qui passait au bureau entre différentes personnes, bah, là, souvent, ça va être plus formalisé. Donc, le côté positif, c'est que les réunions, en tout cas, bizarrement, sont beaucoup plus ponctuelles que quand on est en présentiel. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. En revanche, surtout, je pense, pour les encadrants, on a des réunions qui sont quand même très phagocytées par des réunions. Et le temps de travail, ce qui est déjà le cas dans la vraie vie, mais dans la vie en distanciel, on passe beaucoup de temps en réunion à échanger l'information pour fluidifier la communication, et au détriment d'un travail du travail qu'on a à côté. Donc c'est un des points négatifs pour moi. On n'a pas les outils aussi, Ouais. ça n'existe pas. Il y a les méthodes de travail peut-être à mettre en place. Finalement, c'est une nouvelle façon de travailler. Donc il faut peut-être petit à petit mettre en place des process, des habitudes qui vont peut-être se trouver d'ici quelques mois, même si on a envie que ça de sortir du confinement. On a des choses à inventer, ça c'est sûr, mais je pense que quelque part, et je pense que là, parler un peu pour tout le monde, au bout d'un an, il y a quand même... On s'est adapté finalement très vite, donc il y a des choses à peaufiner, à inventer pour fluidifier tout ça, mais je pense que la grosse phase, le tsunami qu'on a pris tous un petit peu, il est un peu derrière nous, en tout cas en partie. Il y a quand même un élément pour moi qui va être compliqué à gérer après, même s'il nous tarde tous que ce soit après, c'est que le moment où on va devoir gérer à grosse échelle des gens qui sont en présentiel et d'autres qui ne le sont pas. Parce que là, il s'est passé quelque chose pareil, je n'aurais pas du tout anticipé. Le fait que tout le monde se retrouve en remote, ça nous a tous obligés à changer notre façon de faire. Tous. C'est-à-dire, comme tu disais, pour moi, les réunions, c'est l'exemple. Effectivement, les réunions, il y a ponctualité. Il n'y a pas un studio qui dit pas c'est incroyable, on est devenu hyper rigoureux, machin. Mais en dehors, en fait, c'est de la nécessité que c'est venu. La nécessité on est tous pas au même endroit. Donc il y a un moment, si on veut que ça avance, il faut qu'on soit tous dans des rendez-vous virtuels au bon moment et au même. Mais quand demain on va se retrouver à mélanger des équipes qui vont être massivement présentielles et d'autres massivement en remote, là, à mon avis, on a beaucoup de choses à inventer encore. Parce qu'il y a quand même, on le sait tous, aujourd'hui, dans la communication et dans l'échange, il y a une dimension verbale, mais il y a aussi beaucoup de choses non verbales. Il y a beaucoup de choses qui sont organiques dans la façon dont l'information circule. Et on le voit bien d'ailleurs, je pense que quand on fait une réunion aujourd'hui, en ce moment, comme on est un peu mix, on fait des réunions où il y a 5 personnes qui sont dans la même salle et un qui est dans la télé. Celui qui est dans la télé est défavorisé d'un point de vue de communication, systématiquement. Oui, il est un peu isolé, il n'aura pas la il n'a pas la même finesse de confin. Il y a un décalage. Et donc si maintenant on multiplie ça à l'échelle et avec des niveaux de seniorité, ça on en parlera aussi, c'est-à-dire quand on est junior, qu'on arrive dans un projet, qu'on ne connaît pas le projet, enfin tout ce qui se passe, ce qu'on appelle l'onboarding, on va dire, dans ce contexte-là, pour moi,
on est encore en train de tirer les conclusions de ce qu'on a vécu avant. Et on n'est pas, je ne pense pas qu'on soit prêt managérialement à mettre en place instantanément ces solutions. On a encore beaucoup de choses à inventer. On aura l'occasion d'en reparler, le temps passe très vite et il va falloir qu'on rende l'antenne maintenant parce qu'effectivement on n'est plus face à un public dans la vraie vie. On parle de la vraie vie de Second Life, c'est vrai qu'on est passé un peu en mode Second Life depuis maintenant près d'un an. Et ce qui sera intéressant, c'est qu'on puisse se revoir en termes d'évolution, parce que des process vont être mis en œuvre. Et effectivement, on sera peut-être sur des solutions un peu hybrides, comme également en matière d'organisation d'événements. En tout cas, je tenais à vous remercier d'être venu pour en parler. Et puis peut-être aussi de se dire que voilà, il s'est passé plein de choses évidemment pendant ces 2 confinements en matière de production de contenu, de fabrication. Et Julien est venu avec des images des derniers projets qui ont été fabriqués chez Micros pendant les 2 confinements. Merci à vous. C'est pour cela que chez Thomson, nous avons créé le téléviseur 4K avec contrôle vocal. Ce qui peut être utile. I've stood still and stopped the sound of... Aggression is our substance. Des hommes avaient fait ça. On a un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer. Dawn for gadgets and maybe a new TV career for me. Just saying. I love my life. I love you so much, Gary. Préserver 300 hectares de forêt et participer à créer un véritable refuge pour la nature en collaboration avec les agriculteurs et acteurs locaux.